sédimentaire identifié en deux localités lointaines revient donc à chercher les relations qui existent entre les divers ensembles sédimentaires qui composent ces deux séries sédimentaires. Vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas. Deuxième diapo. Alors, les corrélations stratigraphiques, ils reposent sur un certain nombre de principes de corrélation. Les corrélations peuvent se réaliser de deux manières différentes, soit en faisant recours au principe de continuité que nous avons évoqué lors de la première séance de ce cours. Monsieur, on ne voit pas le deuxième diapo. Bravo. Maintenant, vous la voyez? Pas encore. On attend un petit peu. Nous sommes encore dans la diapo de chapitre 4. Toujours, diapo chapitre 4. Oui, monsieur. Je passe à la suivante, qui commence par le principe de corrélation. Vous l'avez? Oui, monsieur. Bien, Mon alors, nom est affiché. très bien. Donc, pour faire des corrélations, on repose et on fait recours. Et maintenant, vous la voyez. Je fais la diaporama. Donc, pour faire des corrélations, est-ce que vous voyez cette diapo? Parce que j'ai activé la On diaporama voit la diapo du principe de corrélation. avec juste un petit paragraphe. Il y a toute la diapo, toute plein d'écriture, non? Toute la diapo. Toute la diapo. Toute la diapo. Et la diaporama, pas encore. Mais en attendant. Alors, pour établir des corrélations, on fait recours à deux principes principaux de corrélation. Le premier principe de corrélation repose principalement sur le principe de continuité que nous avons évoqué dans la première séance de ce cours. On peut établir des corrélations en essayant de suivre des couches ou les limites d'un ensemble de couches d'une localité à une autre. Par exemple, on va prendre un ensemble de couches identifiées à Marrakech et on essaie de suivre les limites de cet ensemble de couches depuis Marrakech à Agadir. Est-ce que vous comprenez? À votre avis, est-ce qu'on peut suivre un ensemble de couches qui fait une tranche de sédiment qui fait 20 mètres qu'on voit à Marrakech, dans la classe de Marrakech, et on se dépasse à Agadir pour pouvoir la retrouver? C'est impossible. On ne peut pas marcher au-dessus de ces deux limites, de cette tranche sédimentaire depuis Marrakech à Agadir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas une continuité de l'affleurement. Cet ensemble de couches va disparaître, va être recouvert par des recouvrements superficiels, va subir des érosions. Donc, il y a toujours des discontinuités de l'affleurement de cet ensemble de couches depuis Marrakech à Agadir. Donc, ce principe est très difficile à appliquer. Ce principe est très difficile à appliquer sur une vaste distance. On peut l'appliquer toutefois dans une région qui est très restreinte, c'est-à-dire, par exemple, au sein de la région de Marrakech. C'est possible, dont les conditions d'affleurement le permettent. Oui? Bien, je reprends. Le principe de corrélation, il y en a deux types. Soit on suit une couche ou un ensemble de couches, ou encore les limites de cet ensemble de couches d'une région à une autre, en utilisant ce qu'on appelle le principe de continuité latérale. Alors, ce principe-là, ou bien cette méthode, s'avère très peu applicable du fait que les affleurements de ces ensembles, bien des séries sédimentaires,
sont souvent interrompus par des recouvrements superficiels ou encore par des érosions qui interrompent ou bien qui délimitent la continuité latérale de l'affleurement. Par exemple, on ne peut pas suivre un ensemble de couches identifiées à Marrakech, on ne peut pas le suivre dans l'espace géographique jusqu'à Agadir. C'est impossible. C'est impossible parce qu'entre Marrakech et Agadir, il y a 200 km. Et le long de cette distance, il y a formation superficielle qui recouvre l'affleurement de cet ensemble de couches, ainsi que les érosions. Les érosions donc qui peuvent décaper, enlever, supprimer donc, la continuité de cet affleurement. La deuxième méthode, vous voyez la diapo. Oui. La deuxième méthode repose sur la recherche d'une région à une autre des caractères identiques ou semblables, tout en jugeant qu'ils procèdent du même événement géologique, ce qu'on appelle un repère de corrélation. Donc la corrélation peut se faire soit en utilisant le principe de continuité, soit en cherchant ce qu'on appelle un repère de corrélation. Qu'est-ce que ça veut dire un repère de corrélation? C'est un caractère. Sur la diapo de principe de corrélation. Oui, je suis toujours sur la même diapo. Qu'est-ce que ça veut dire un principe, un repère de corrélation? Ça correspond à un caractère ou à un ensemble de caractères identiques que l'on retrouve en nombreux points dans l'espace géographique. On le retrouve dans plusieurs régions. Ce sont des caractères identiques. Par exemple, un caractère identifié à Marrakech, je me déplace à Chichaoua, je le retrouve, je me déplace à Agadir, je le retrouve. Encore une fois. Ces trois caractères-là doivent être identiques. Et il faut démontrer que ces trois caractères identiques identifiés dans cet espace allant de Marrakech à Agadir est engendré par le même événement géologique. Donc, la deuxième méthode, je reprends pour faire les corrélations, consiste à chercher de place en place un caractère ou bien des caractères identiques ou semblables entre eux, tout en démontrant qu'ils se sont produits par le même événement géologique. Alors ces caractères, ou bien ces caractères, correspondent à ce que l'on appelle un repère de corrélation. Les repères de corrélation qui sont couramment utilisés en stratigraphie sont en nombre de 2. Ils sont en nombre de 2. Nous avons des repères lithologiques, c'est-à-dire qui reposent sur des caractères lithologiques. Puis nous avons les repères paléontologiques qui reposent sur la présence de formes fossiles caractéristiques. Les repères de corrélation sont en nombre de 2. Nous avons les repères lithologiques et les repères paléontologiques. Est-ce que vous suivez? Oui, vous monsieur. voyez cette diapo? D'accord. Donc, avant d'entamer la définition de ces deux types de repères lithologiques et paléontologiques, il convient de vous faire rappeler, là encore, dans ce premier paragraphe de cette diapo, qu'un repère de corrélation correspond à un caractère qui est observé à maintes reprises, c'est-à-dire plusieurs fois, dans une région donnée. Par exemple, la région que je prends toujours, c'est Marrakech à Agadir, plus ou moins étendue. La présence de ce caractère observé à maintes reprises doit être liée à un événement géologique survenu à l'échelle de cette région allant depuis Marrakech à Agadir, par exemple.
Donc, je reprends un repère de corrélation. D'une manière simplifiée, correspond à un caractère qui est enregistré à maintes reprises dans l'espace géographique. On le retrouve à Marrakech, à Casablanca, à Tahna, à Chichaoua, à Agadir. C'est un caractère, donc ce sont des caractères qui sont identiques, qui se ressemblent. Et ils se sont produits par le même phénomène géologique. Donc imaginez un phénomène géologique qui s'est produit à l'échelle d'une région qui est très vaste et elle laisse derrière des caractères identiques. Est-ce que c'est clair? Alors ces caractères-là, c'est ce qu'on appelle un repère de corrélation. Il y en a deux types. Nous avons les repères lithologiques, c'est-à-dire qui englobent tous les caractères lithologiques. Quand je dis la lithologie, c'est la petrographie. Une couche sédimentaire, par exemple, un grès, un sable, un calcaire, du dolomite, du phosphate, d'accord, marbre, etc. Ce sont des caractères lithologiques. C'est une signature lithologique qui est induite par un phénomène, bien par un événement géologique ayant survenu dans cette région. Puis nous avons des repères paléontologiques. Un repère paléontologique, donc, ça englobe toutes les formes fossiles, c'est-à-dire les fossiles que nous avons vus, et plus précisément les fossiles caractéristiques de stratigraphie. Commençons tout d'abord par les repères lithologiques. Un repère lithologique correspond, par exemple, donc à un niveau présentant une lithologie ou une pétrographie particulière, ou encore, par exemple, à un niveau qui se distingue par sa couleur particulière et distinctive. Je vous donne comme exemple un niveau conglomératif qui est encaissé, par exemple, au sein d'une série schisteuse monotone. Donc, imaginez une série schisteuse, clichyite par exemple, turbiditique, quasiment formée par du turbidite distal, et dedans, on voit par hasard un niveau donc, qui est formé par du matériel grossier, un niveau conglomératif, que l'on voit donc au sein d'une série donc, sédimentaire très fine, schisteuse par exemple. Donc ça, on peut le considérer comme le niveau conglomératif, on peut le considérer comme un repère lithologique de corrélation. Pourquoi? Parce qu'il saute aux yeux et on le voit de loin. Donc on peut l'utiliser comme un repère pour faire la corrélation entre deux ou plusieurs séries. Pardon. Oui. Monsieur, j'arrive pas à suivre avec vous son diapo. Je suis sur la diapo, donc avec le titre. Monsieur, on est dans la diapositive 158. Voilà, c'est 158. 158? Non, pas 158. C'est Oui, déjà monsieur. dans la diapo 159. Nous sommes encore Monsieur, dans on le est dans la diapositive On est 158. encore. Oui, monsieur. Vous voyez la diapo maintenant? 159? Pas encore, monsieur. Non. Non. C'est bizarre. Et maintenant, la diapo 160, vous la voyez? Ça expose Non, une monsieur. D'abord, oui, monsieur. Maintenant, oui. Oui, maintenant, oui. Alors, à la diapo 159, je vais revenir à cette diapo. Vous auriez dû me le dire à l'avance. Vous voyez cette diapo? 159. Oui, monsieur. Oui, monsieur. 159. Bien. Tout le monde voit la diapo 159. Donc, je reprends. Oui, monsieur. Les repères de corrélation, il y en a deux types, les repères lithologiques et les repères paléontologiques. Commençons tout d'abord par les repères lithologiques.
Un repère lithologique, c'est un caractère lithologique. Donc, il peut correspondre soit à un caractère pétrographique distinctif ou bien une couleur particulière qui saute aux yeux donc, au sein d'une série sédimentaire. Exemple, un niveau conglomératique au sein d'une série schisteuse monotone. Une série schisteuse, c'est une série sédimentaire donc, qui est représentée par des sédiments fins, et dedans, regardez, on voit tout à coup un niveau très grossier, un niveau conglomératique. Donc, ce niveau-là, on peut l'utiliser comme repère lithologique de corrélation. Par exemple, un niveau rouge, d'accord, dans une série sédimentaire qui ne l'est pas. Par exemple, vous avez affaire à une série sédimentaire qui est gris verdâtre, par exemple, grisâtre. Et à l'intérieur de cette série-là, on voit un horizon rouge, une couche rouge, un ensemble de couches rougeâtres. Donc, cet ensemble de couches qui se distingue par sa couleur rouge par rapport à son nom question peut être utilisé comme étant un repère de corrélation. On peut utiliser par ailleurs les surfaces de discontinuité sédimentaire. Une surface de discontinuité sédimentaire identifiée au sein d'une série sédimentaire à Marrakech, je me déplace à Chichaoua, puis à Agadir, et je retrouve la même surface de discontinuité sédimentaire. On peut, en outre, utiliser les surfaces de discordance, les surfaces d'immersion, etc., comme des marqueurs de corrélation, comme des repères de corrélation lithologique. Là, je passe à la diapo 160. Vous voyez la diapo 160? Non, monsieur. Pas encore. Maintenant, ça correspond à une figure. Non, pas encore. Pas encore. C'est bizarre, parce que je suis dans mon bureau à la fac, au département de biologie, et il y a ce problème de débit. C'est bizarre. J'ai voulu éviter de faire cette présentation, bien de suivre cette réunion depuis chez moi, mais bien bizarre, c'est au bureau, au département. Il y a toujours ce problème de connexion, de synchronie, de la non-synchronisation des diapos. Pas encore? Pas encore, monsieur. Pas encore. Là, je reviens. Ça correspond à une figure que vous avez dans le texte. Est-ce que vous avez imprimé le texte du dernier chapitre? Pas encore? On ne peut pas travailler comme ça, hein? Pas encore? Non, monsieur, pas encore. Pas encore, monsieur. Je vais faire ça. Et maintenant? Pas encore, monsieur. Non, monsieur. Pas encore, monsieur. C'est bizarre. Alors, ça correspond à une figure qui représente deux colonnes sédimentaires, deux séries sédimentaires identifiées entre deux localités, dans deux localités A et B. Pas encore? Pas encore, monsieur. Je passe à l'autre diapo, 161. Monsieur, on a la figure. Ah! Oh! Dans le texte. Oh. Sur notre téléphone. Hein? On a déjà la figure sur.
C'est le polycope. Oui, monsieur. Et la diapo, vous la voyez maintenant, non? Non, Non, pas ça. Alors, Non, vous monsieur. donc, regardez le polycope, le chapitre, le dernier chapitre. Vous avez un exemple de repère lithologique, de repère au pluriel lithologique. Nous avons deux séries sédimentaires identifiées en deux localités lointaines. Nous avons la localité A et la localité B. Alors, comme repère lithologique, ici illustré sur cette figure, nous avons par exemple un niveau conglomératif, donc qui saute aux yeux, qui contraste fortement avec une série sédimentaire schisteuse grisâtre. Donc, imaginez, vous avez dans toutes les deux localités cette série sédimentaire qui est schisteuse, très fine, et dedans, nous avons un niveau conglomératif donc, qui est très grossier. Alors, ce niveau-là, on peut l'utiliser, il y a ce caractère lithologique, on peut l'utiliser comme repère de corrélation, repère lithologique de corrélation. Ça nous permet de chercher la relation entre ces deux séries sédimentaires identifiées dans les deux localités A et B. Alors, regardez au sein de cette série schisteuse, de couleur grisâtre, bon, c'est une série sédimentaire qui est grisâtre, on voit un niveau rouge qui saute aux yeux. On le retrouve dans la localité A et dans la localité B. Donc, ce niveau rouge, on peut l'utiliser comme repère de corrélation. Et il est classé dans la catégorie des repères lithologiques de corrélation. Vous avez regardé en bas, vous avez une surface de discordance angulaire qui sépare la série schisteuse plus ou moins tabulaire et une série donc sous-jacente qui est fortement plissée et déformée. C'est une discordance angulaire. Donc les surfaces de discontinuité sédimentaire, les surfaces d'immersion, les discordances, les surfaces de discordance angulaire peuvent être aussi utilisées comme des repères de corrélation. Voyons maintenant les repères paléontologiques. Est-ce que vous voyez la diapo 161? Non. Non? Alors, je vais fermer, je vais... On est encore. Hein? On est sur le On diapo. est encore dans le diapo 159. Alors, je vais fermer et je vais reprendre, tout simplement. D'accord? Vous voyez la diapo? Oui, on le voit. Quelle diapo? 159. Non, je parle de la diapo 161. Vous encore? Pas encore, on est sur le repère de corrélation. Oui, les repères paléontologiques, non? Oui, sur la diapositive. C'est bon, monsieur. On voit la 160. Hein? Les repères paléontologiques. Et maintenant, vous voyez la page, la diapo 60. Oui, Repère monsieur. lithologique. Oui, monsieur. Vous voyez la figure? Oui, monsieur. D'accord. Donc, regardez. Alors, comme repère lithologique, on avait cité donc des niveaux. Ça, comme définition, c'est un niveau de lithologie ou de pétrographie particulière, ou bien un niveau de couleur particulière. Alors, sur cette
figure, on voit deux séries sédimentaires, ou bien une série sédimentaire, c'est la même série sédimentaire, donc qui est identifiée dans deux localités, donc géographiquement éloignées, la localité A et la localité B. Alors, quand on regarde les deux séries sédimentaires dans ces deux localités, on voit qu'ils sont constitués par des schistes. C'est une série schisteuse de couleur grisâtre. Et au sein de cette série monotone, schisteuse, grisâtre, on voit un chenal conglomératique. C'est un niveau conglomératique, donc très grossier, qui saute aux yeux par sa pétrographie, que l'on retrouve dans la localité A et dans la localité B, que l'on peut utiliser comme repère lithologique de corrélation. Donc regardez, donc j'ai fait avec un détiré par un tiré, donc j'ai relié le même niveau jusqu'à la localité B, depuis A vers B. Donc c'est un repère de corrélation. Donc nous avons ici affaire à une série sédimentaire qui est de couleur grisâtre. Et dedans, regardez, on voit un niveau rouge qui saute aux yeux. Donc, c'est un niveau repère que l'on peut utiliser comme marqueur de corrélation. Oui. On est sur le diapo 159. Encore, Oui, monsieur. vous venez de me dire que l'on est dans la diapo 160. Oui, on était sur 160 et puis il s'est échangé après. Oui, monsieur. Maintenant, hein? Vous voyez la Pas face, encore. la diapo 161 maintenant. Hein? Diapo 161. Qu'est-ce que vous voyez maintenant? Le diapositive Dites-moi, qu'est-ce que vous voyez comme diapo? Dans le diapo 159. 159. C'est pas qu'est-ce que l'on a avec ça. 150. Et maintenant, c'est la diapo 159 que vous voyez. Vous voyez la diapo 159 maintenant? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ah, 159. 159 toujours. Oui, monsieur. Monsieur. Et maintenant, Pas encore, monsieur. vous voyez la diapo 161. Est-ce que vous voyez la diapo 161? Non, monsieur. Il y a un problème. Je ne sais pas d'où vient ce problème, je ne sais pas. Vous voyez toujours la 159, toujours. Non, maintenant, C'est bon, 60. Vous voyez la diapo 161. 160, monsieur. 60. Vous voyez la diapo. Hein? On voit la figure. Maintenant, vous voyez la figure.
Moi, je Oui. suis sur la diapo 161 et non pas 160. Alors, je peux vous décrire la figure même si je ne la vois pas. Alors, vous avez une série sédimentaire schisteuse, monotone, de couleur grisâtre, qui est identifiée dans deux localités lointaines, la localité A et B. Au sein de cette série schisteuse, très fine, monotone, de couleur grisâtre, on voit un niveau conglomératique qui saute aux yeux, que l'on retrouve à la fois dans la localité A et dans la localité B. Monsieur, on entend bien. Je n'entends rien. Monsieur, on vous entend plus.
راه كاينة ريونيون أخرى. Oui, monsieur. Non. C'est sur la diapo 161. Oui, mais je Si on conseille. voit Oui, le monsieur. diapo, Dans Hein? le diapo. Oui, monsieur, on est oui, dans la monsieur, diapo le diapo 161. D'accord. On est sur la diapo 161. Donc, on a fini avec les repères lithologiques. Dans les repères lithologiques, nous avons vu, par exemple, un niveau conglomératique, un niveau rouge, les surfaces de discordance, et ainsi de suite, que l'on peut les utiliser. Ce sont des caractères que l'on peut utiliser pour établir des relations, pour chercher les relations entre deux séries sédimentaires identifiées en deux localités lointaines A et F. Voyons maintenant le deuxième type de repère de corrélation, ce qu'on appelle les repères paléontologiques. Alors, un repère paléontologique, ça, d'une manière simplifiée, ça correspond à la présence d'une ou plusieurs formes fossiles caractéristiques. Un repère paléontologique, il regroupe, si vous voulez, tous les fossiles caractéristiques ou stratigraphiques qui définissent des unités biostratigraphiques, par exemple la biosone, la liposone, etc. Un fossile caractéristique que l'on peut appeler fossile stratigraphique, rappelons-le, c'est un fossile qui présente une très courte durée de vie, c'est-à-dire une répartition verticale très courte, et une répartition spatiale, c'est-à-dire une répartition horizontale qui est très importante. C'est ce qu'on appelle un fossile caractéristique. Donc, pour établir des corrélations entre deux séries sédimentaires ou bien plusieurs séries sédimentaires identifiées dans des localités lointaines, on peut faire recours à ce type de repères paléontologiques, c'est-à-dire des formes fossiles caractéristiques. Les repères paléontologiques, ils déterminent, en les utilisant, l'extension à la fois dans le temps et dans l'espace des diverses unités biostratigraphiques, voire même des unités chronostratigraphiques. Je reprends, un repère paléontologique nous permet de suivre à la fois horizontalement et verticalement les unités biostratigraphiques. Comment ça se fait? Par exemple, si vous prenez deux séries sédimentaires identifiées à Marrakech et à Agadir, une fois analysées, donc on utilise de l'analyse biostratigraphique pour pouvoir les découper en biozones, par exemple, et on essaie de comparer les deux séries sédimentaires en comparant les biozones qui les constituent. Donc, il nous donne une idée, si vous voulez, sur la répartition à la fois verticalement et horizontalement des différentes unités biostratigraphiques qui composent les deux séries sédimentaires identifiées dans Agadir et à Marrakech. Il s'agit de la même série, mais avec des différences, bien sûr. Mais le problème qui se pose, si l'on veut utiliser un fossile caractéristique comme repère de corrélation en stratigraphie, il faut tout d'abord s'assurer que le fossile est contemporain du sédiment qu'il encaisse. Pourquoi tout ceci? Pour pouvoir éviter tout problème de transport post-mortem. D'accord? Donc, il faut s'assurer tout d'abord que le fossile n'a pas subi un transport post-mortem, c'est-à-dire que le fossile a été conservé dans le sédiment qui se sont mis en place dans son biotope, c'est-à-dire dans son milieu de vie. Donc, ceci permettra, bien évidemment, d'éliminer toutes ces susceptibilités de remaniement et de transport post-mortem. Bien.
Diapo 162. Vous la voyez? Pas Après avoir- Encore, monsieur. Hein? Vous voyez la diapo 162, signification de repère? Hein? Non, monsieur. Et maintenant, Non, monsieur. vous êtes toujours sur la diapo 161. Oui, monsieur. Monsieur. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. Je n'ai jamais rencontré ce problème. Bien, donc, je vais essayer d'expliquer en attendant un petit moment. Je profite de vous expliquer, même si vous ne voyez pas la diapo. Alors, cette diapo expose la signification des repères de corrélation, que ce soit les repères éthologiques ou les repères paléontologiques. Alors, ces deux repères-là, ils peuvent avoir une signification. Chacun va avoir une signification. Soit il va être considéré comme étant un repère isochron ou bien un repère hétérochron. Mais là, avant d'entamer ceci, il convient de définir qu'est-ce que ça veut dire un repère isochron. Un repère isochron, c'est un repère dont l'existence est liée à un événement irréversible survenu au même moment dans tous les points, ou bien dans tous les secteurs où on voit sa marque. Un repère isochron, par exemple, un caractère paléontologique, par exemple, ou bien une forme fossile caractéristique, est considéré comme étant un repère isochron. Pourquoi? Parce que il est régi par un événement irréversible qui est l'évolution biologique. Comme vous l'avez vu avec ma collègue Bojwani, l'évolution biologique correspond à un phénomène naturel qui est continu et il n'est jamais discontinu, il est toujours continu et il n'est jamais réversible, il est irréversible. C'est-à-dire toujours l'évolution tend donc à donner naissance à des formes plus complexes et plus évoluées, par exemple. Donc l'évolution biologique est considérée comme étant un phénomène naturel, donc qui continue dans le temps et il est irréversible. D'accord? Monsieur, Oui? est-ce que vous pouvez répéter? J'ai pas compris, s'il vous plaît. Ben, un repère isochron. Oui, Un monsieur. repère isochron, c'est un repère donc, qui est rigide, qui est produit, bien dont l'existence est liée à un événement, bien à un phénomène naturel irréversible. Donc, les repères isochrones, par exemple, les fossiles caractéristiques ou stratigraphiques sont considérés comme étant des repères isochrones. Pourquoi? Parce que leur existence est liée à l'évolution biologique, l'évolution de la vie. L'évolution de la vie, comme vous l'avez vu, c'est un phénomène naturel qui est continu dans le temps et il est irréversible. C'est-à-dire, nous, on est le produit, par exemple, nous, l'espèce fait partie de l'espèce Homo sapiens sapiens. D'accord? On est le produit d'une évolution biologique. Donc, nous, le phénomène d'évolution qui nous a donné naissance, il n'est pas réversible. Il ne peut pas reculer. Nous, on ne va pas évoluer pour donner des formes primitives, pour donner l'ordre primitif. Au contraire, on va évoluer pour donner d'autres formes
plus évolué que nous-mêmes. Donc l'évolution biologique, c'est un phénomène donc, qui est considéré comme étant continu. Il se fait dans un seul sens, il n'est pas réversible. D'accord? Donc un repère isochrone, dans ce cas-là, en stratigraphie, c'est une forme fossile caractéristique, c'est un fossile caractéristique ou stratigraphique. Il définit à l'échelle d'une région donnée une surface isochrone. Si l'on prend toujours le cas de deux séries sédimentaires identifiées à Marrakech et Agadir, donc entre Marrakech et Agadir, les formes fossiles retrouvées dessinent une surface qui est isochrone, c'est-à-dire une surface qui a le même âge en allant depuis Marrakech à Agadir. Si vous prenez deux surfaces successives, par exemple, qui sont identifiées à la fois à Marrakech et à Agadir, je parle toujours de deux surfaces isochrones, ils encadrent une tranche de terrain, une tranche de sédiment via un ensemble de couches qui a la valeur d'une unité chronostratigraphique. Donc, deux surfaces isochrones successives délimitent entre elles une tranche de sédiment qui a le même âge en tous les points et que l'on considère comme étant une unité chronostratigraphique. Si on vous pose la question, qu'est-ce que ça veut dire une unité chronostratigraphique? Tout simplement, c'est un ensemble de couches qui est encadré par deux surfaces isochrones, une à la base et une deuxième au sommet. Qu'est-ce que ça veut dire une surface isochrone? C'est une surface qui a le même âge sur toute son étendue. Alors, cet ensemble sédimentaire identifié à Marrakech, on le retrouve à Agadir. Si cet ensemble sédimentaire est gréseux à Marrakech, il ne le sera pas à Agadir, pas forcément. Il peut être gréseux aussi à Marrakech, comme il peut être marneux. C'est-à-dire que le caractère lithologique au sein d'une même unité chronostratigraphique, il peut changer en allant de Marrakech à Agadir. D'accord? C'est ce qu'on appelle une unité chronostratigraphique. Donc, vous avez, donc sur, qu'est-ce que vous voyez sur la diapo maintenant? C'est quelle diapo? Vous êtes toujours sur la diapo 161? Non, 162. 162. Oui, monsieur. Donc, il y a un décalage très important. On doit attendre 5 minutes ou 6 minutes pour que l'on passe à la diapo suivante. Bien. Donc, à retenir, un repère isochrone, c'est un repère donc, qui est produit, ou bien qui résulte d'un phénomène naturel, donc qui est irréversible. Dans ce cas-ci, ce sont les fossiles caractéristiques. Un fossile caractéristique, rappelons-le, c'est un fossile qui présente une courte durée de vie, c'est-à-dire une répartition verticale très courte, une répartition horizontale, c'est-à-dire dans l'espace géographique, qui est très large. C'est ce qu'on appelle un fossile caractéristique. Un fossile caractéristique, une fois récolté et déterminé compte tenu de ses caractères morphologiques, que ce soit quantitatifs ou qualitatifs, il nous permet de définir une surface isochrone que l'on peut suivre dans l'espace depuis, par exemple, Marrakech à Agadir. Je récolte cet échantillon, ce fossile caractéristique à Marrakech, je le retrouve à Agadir et à Chichawa. Donc, je trace une surface depuis Marrakech via Chichawa jusqu'à Agadir et on considère cette surface comme étant une surface isochrone, c'est-à-dire une surface qui a le même âge, depuis Marrakech à Agadir. C'est une surface isochrone. Ce principe successif et l'encadre cet ensemble de couches, on l'appelle unité chronostratigraphique. On le retrouve à Chichawa, on le retrouve à Agadir, mais pas forcément avec la même identité lithologique. On retrouve cet ensemble de sédiments à Marrakech et à Agadir, ils ont le même âge, mais pas forcément le même caractère lithologique, la même nature lithologique. Par exemple, on peut avoir cet ensemble marneux à Agadir, mais à Marrakech, il est conglomératique, par exemple. Mais tous les deux, ils sont encadrés par deux surfaces isochrones. Quelle que soit leur identité lithologique, on les considère comme étant
une unité chronostratigraphique. Donc, ils ont le même âge. Le deuxième type de repères, ce sont ce qu'on appelle les repères hétérochrones. Je suis passé à la diapo 166. Pas encore. Qu'est-ce que vous voyez toujours? Vous êtes sur la page 162? 160? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je vais faire ça. Alors, un repère hétérochrone. Regardez, repère hétérochrone, en attendant l'apparition de la diapo. Un repère hétérochrone, c'est un repère, c'est un caractère, si vous voulez, qui est mis en place suite à un événement qui ne s'est pas produit au même moment dans tous les points, dans l'espace géographique où on voit sa marque. On le retrouve contrairement au repère isochrone. C'est un caractère, ce sont d'autres aussi, si vous voulez, des formes aussi caractéristiques, qui se sont, ou bien qui résultent d'un événement qui s'est produit au même moment, c'est-à-dire en même temps à Marrakech et à Agadir. Là où on voit sa marque. Par contre, un repère hétérochrone, c'est un repère donc, qui est régi par un événement qui ne s'est pas produit au même moment entre Marrakech et Agadir. D'accord? C'est ce qu'on appelle un repère hétérochrone. C'est-à-dire, on voit le même caractère à Marrakech et à Agadir. Par exemple, je vois un caractère à Marrakech, je le retrouve à Agadir. Un caractère lithologique, par exemple. Je vois une série qui est argileuse à Marrakech, je la retrouve à Agadir. En fait, ces deux séries argileuses, ils sont régis par le même phénomène géologique. Seulement, ce phénomène géologique, il ne s'est pas produit au même moment à Marrakech et à Agadir. Il s'est produit, par exemple, à Marrakech, puis il a migré vers Chichaoua et encore plus loin, puis à la fin, il s'est reproduit à la fin, plus tard, à Agadir. Donc, nous avons le même caractère lithologique, les argiles par exemple, qu'on retrouve à Marrakech et à Agadir, mais ils n'ont pas le même âge. Les argiles identifiées à Marrakech sont plus vieilles que les argiles identifiées à Agadir. Pourquoi? Parce qu'ils résultent du même phénomène, mais ce phénomène-là, il ne s'est pas produit au même moment à Agadir et à Marrakech. Il se produit tout d'abord à Marrakech et plus tard à Agadir. C'est ce qu'on appelle un repère hétérochrone. Un repère hétérochrone ou diachrone, vous allez le voir dans un schéma de corrélation, si on arrive à la projeter, les repères hétérochrones n'ont pas le même âge sur leur étendue et ils sont généralement obliques, c'est-à-dire ils recoupent les repères isochrones. Deux surfaces hétérochrones délimitent une tranche de sédiment bien un ensemble de couches que l'on considère comme étant une unité lithostratigraphique. Contrairement aux unités chronostratigraphiques qui sont encadrées par deux surfaces isochrones successives, les unités lithostratigraphiques, par exemple identifiées à Marrakech, qu'on retrouve à Agadir, ils gardent la même identité lithologique. C'est une unité lithostratigraphique qui est argileuse à Marrakech, on la retrouve à Agadir, toujours argileuse, seulement ils n'ont pas le même âge. Par contre, une unité chronostratigraphique, c'est une unité qui est encadrée par deux surfaces isochrones successives. On la retrouve à Marrakech, on la voit à Marrakech et on la retrouve à Agadir. Ils sont de même âge, mais ils peuvent ne pas avoir la même lithologie. Deux unités chronostratigraphiques identifiées, excusez-moi, une unité chronostratigraphique identifiée à Marrakech et à Agadir peuvent ne pas avoir la même lithologie, mais ils ont toujours le même âge. Donc, il faut toujours savoir faire la différence
entre une unité lithostratigraphique et une unité chronostratigraphique. L'unité chronostratigraphique est encadrée par deux surfaces isochrones. Il peut ne pas avoir le même caractère lithologique dans l'espace géographique. Par contre, une unité lithostratigraphique, par exemple une formation, il est encadré par deux surfaces qui sont hétérochrones, mais cette unité lithostratigraphique doit absolument garder le même caractère lithologique dans l'espace géographique. Est-ce que vous voyez cette diapo 166? Vous ne la voyez pas? On est sur 160. On est déjà Sur 163. on est sur le diap 163. Vous êtes sur la 163. Alors la diapo 163, alors là, regardez. J'arrive pas à la voir, mais je peux vous faire un petit commentaire de cette diapo 163. Alors ce que vous voyez là, c'est un schéma de corrélation. C'est un tableau de corrélation. Vous avez trois séries sédimentaires de gauche vers la droite. Et regardez donc, vous avez ABC. Est-ce que vous voyez les surfaces ABC? Je ne vois pas ça diapo, mais je vais essayer de la commenter quand même. Vous voulez que je revienne sur cette diapo? Monsieur, maintenant on est sur le diapo 166. 166. C'est ça, 166? Oui. Oui, oui, monsieur. D'accord. Alors, sur cette diapo, donc, il porte sur le repère hétérochrone. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Un repère hétérochrone, c'est un repère donc, qui est, ou bien c'est un caractère lithologique, on peut le dire, qui est produit par un événement qui ne s'est pas produit au même moment en tous les points où on voit sa marque. Je vois un caractère lithologique à Marrakech, je le retrouve à Chichaouin, encore je le retrouve à Agadir. Il s'agit du même caractère lithologique. Une argile rouge, par exemple, qu'on voit dans les trois localités. Ils se sont produits par le même phénomène géologique, mais ce phénomène-là, il ne s'est pas produit au même moment dans les trois localités. Il s'est produit tout d'abord à Marrakech, puis il a migré vers Chichaoua pour nous donner des argiles, puis il migre encore vers l'ouest à Agadir pour ne produire, ou bien pour laisser derrière les argiles rouges. D'accord? Ce repère hétérochrone, on peut l'appeler aussi diachrone, est généralement oblique par rapport aux surfaces isochrones. On va le voir dans un tableau de corrélation, tel que déjà ce que vous avez vu sur la diapo 163, c'est un tableau de corrélation. On voit que les surfaces isochrones sont recoupées par des surfaces hétérochrones. Deux surfaces hétérochrones, par définition, encadrent une tranche de sédiment qui a le même caractère lithologique dans tout l'espace géographique. C'est un ensemble de couches qui est encadré par des surfaces hétérochrones que l'on appelle une unité lithostratigraphique. Une unité lithostratigraphique, c'est un ensemble de couches qui est encadré par deux surfaces hétérochrones et qui garde sa même identité lithologique dans l'espace géographique. En allant par exemple de Marrakech à Agadir, je trouve les argiles à Agadir. On considère ces argiles comme étant une unité lithostratigraphique puisqu'ils sont encadrés par des surfaces hétérochrones. La diapo suivante, 167, vous la voyez? Pas encore. Non, monsieur. Alors, vous l'avez dans le texte. Non, monsieur. Encore. Je passe à la diapo 168 pour voir. Qu'est-ce que vous voyez maintenant? Toujours 166. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Quel repas?
Alors, dans le texte, qu'est-ce que vous avez? Ceux qui ont imprimé le texte du dernier chapitre, chapitre 4, et des repères et reprendre, vous avez une figure. Tableau Monsieur? de quoi? Oui, J'ai une question. et à vous la parole. Qu'est-ce qui nous montre qu'un phénomène qui est constitué les différents faciès dans les localités différentes sont produits dans le temps. En premier, est-ce que vous pouvez reprendre votre question, s'il vous plaît? Disait qu'un phénomène qui est constitué dans les localités différentes sont produits dans le temps différent. Qui va nous produire un caractère qui n'a pas le même âge. Dans les 3 localités, par exemple. C'est ça. Alors, à votre avis, quel est le phénomène ou bien le mécanisme sédimentaire qui peut nous donner le même caractère lithologique en 3 localités lointaines, exemple Marrakech, Chichaoua et Agadir, alors que le produit, ce produit-là, il n'a pas le même âge. C'est la progradation, c'est l'accrétion latérale, monsieur. C'est l'accrétion latérale. C'est un phénomène géologique, c'est un mécanisme de sédimentation, donc un phénomène géologique qui peut nous donner la même signature lithologique à Marrakech, à Chichaoua et à Agadir, mais d'âge différent. Pourquoi? Tout simplement parce que la surface, on l'avait vu dans le TD, le dernier TD. On avait vu ce qu'on appelle les surfaces qui sont obliques dans le diagramme rectangulaire espace-temps. C'est-à-dire des surfaces qui sont hétérochromes. Et on avait dit que ces 2 surfaces-là, elles sont régies principalement par, ces 2 surfaces de spontanéité sédimentaire, elles sont régies par un mécanisme sédimentaire de type accrétion latérale, soit une progradation, soit une rétrogradation. D'accord? Par exemple, si entre Marrakech et Agadir, nous avons des sédiments qui se sont placés par une accrétion verticale. Dans ce cas-ci, cet ensemble de sédiments va être encadré par 2 surfaces isochrones. Donc, ils sont régis par une accrétion verticale. C'est le mécanisme, c'est le phénomène géologique, c'est l'accrétion verticale. Donc, partout entre Marrakech et Agadir, on aura des sédiments qui sont encadrés par 2 surfaces isochrones. Et cet ensemble sédimentaire-là, on va le considérer comme une unité chronostratique. D'accord? Est-ce que c'est clair? Très bonne question. Qu'est-ce que vous voyez maintenant sur l'écran? La diapositive. Le diapo. C'est quel diapo? 166. Le repère est tout. Un peu plus fort. Le diapo. Diapo 166. 167? 166. Ah, vous êtes toujours sur la 166. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, je vais quitter, je vais reprendre. Ça n'est jamais arrivé.
Alors, qu'est-ce que vous voyez? « 166. Toujours 166. J'ai fermé, Oui, monsieur. j'ai fermé le fichier PowerPoint et je le rouvert. Monsieur, Oui, est-ce que vous pouvez redémarrer votre PC? le redémarrer entièrement, ça va prendre Oui. du temps, non? Je vais le faire, hein. Ça va demander du temps, mais je vais le faire.